Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si tu découvres ma chaîne, je m'appelle Stéphane et ma mission est de te faire découvrir des artistes, tout ce qui touche au domaine de la musique. Générique. Si je te dis mastering, ça te parle? Quoi? Non? Eh bien, laisse-moi te présenter Alexis Bardinet de Globe Audio, qui va t'expliquer pourquoi et comment on fait un mastering. Mais attends, avant de te lancer dans ce superbe reportage, faisons d'abord un point sur Globe Audio et Alexis. Globe Audio existe depuis une vingtaine d'années avec aux commandes Alexis Bardinet. Ce lieu est devenu une référence internationale dans le mastering, étape ultime de l'enregistrement. De nombreux artistes ont poussé la porte de ce lieu magique aux équipements rares dans le monde du mastering et unique en Europe. Comme ici avec une pièce de collection, un magnétophone Studer A82 pistes demi-pouce. Il appartenait au célèbre Mountain Studio de Montreux en Suisse, qui a servi pour enregistrer notamment Queen, quasiment tous les albums, David Bowie, idem, Rolling Stone, AC/DC, Iggy Pop, Yes et plein d'autres. Et là ça calme. Allez, bon visionnage. Alexis, bonjour et merci de me recevoir chez toi, dans ton superbe studio. Bonjour Stéphane, ravi de t'accueillir à Globe Audio. Merci beaucoup, est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Tout va très bien. En pleine forme. Donc maintenant que les gens te connaissent un peu mieux, moi j'ai ma première question, je voulais savoir la base, c'est quoi un mastering? Alors le mastering, c'est un peu le vernis final sur un projet. Une fois qu'il a été enregistré, mixé, pendant souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le master est donc tourné, donc souvent sur un 2 pistes, donc ça peut être un 2 pistes ou à bande, ou ça peut être des formats digitaux. Mais derrière, on a le besoin d'aller quelque part pour faire à la fois l'assemblage final, donc ça va être tout ce qui est gérer le sequencing, donc l'ordre des titres, faire les fade-in, les fade-out, s'il y a des transitions ou des fondus entre les titres, donc ça c'est la partie la plus technique, on va dire, du mastering. Mais il y a aussi une grosse partie artistique qui est de gérer la présence des graves, des aigus, le niveau final de ton disque, toutes ces choses qui font finalement la saveur d'un projet musical et qui sont extrêmement importantes. Et donc c'est à ça que sert le mastering. C'est une étape qui a toujours existé puisque à l'époque on tournait sur des bandes et il fallait bien préparer les matrices pour faire les vinyles, donc on retournait de la bande vers la matrice vinyle, donc c'était l'opération de transfert final. Avec les années, c'est devenu une opération un peu plus artistique où voilà, l'ingénieur de mastering va avoir sa patte, va amener sa couleur à travers différents types de machines et va permettre au final que le support soit écoutable dans toutes les situations. Et il y a ça aussi qu'on gère au niveau du mastering, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de gérer plusieurs types de formats. C'est-à-dire que sur le même projet, on va faire un mastering spécifique, par exemple, pour les plateformes internet, qui va avoir une certaine norme. Un mastering pour iTunes, sur les projets, par exemple, qui sont à la norme Mastering for iTunes. Donc là, ça demande un mastering spécifique. Le vinyle demande lui aussi, évidemment, un mastering spécifique. Et après, il faut aussi un master pour le CD. Et donc, on peut se retrouver sur un projet à sortir des fois 6 voire 7 masters différents. Est-ce que l'artiste a son mot à dire finalement sur le mastering? Est-ce qu'il, j'imagine, il écoute? Est-ce qu'il te donne des directions ou finalement c'est toi qui l'aiguille un peu, on va dire, ou même qui l'aiguille tout court? Tout court. Bon, après ça se fait avec le temps. C'est vrai que maintenant moi ça fait 20 ans que je fais ça, donc les gens me connaissent, ont souvent écouté des disques que j'ai déjà fait, donc il y a un certain rapport de confiance aussi quand ils viennent ici. Ils se doutent que moi j'essaie toujours de faire évidemment tout au mieux pour le projet. Après c'est une bonne question parce que ça dépend en fait. C'est-à-dire que à la fois il y a des artistes qui sont très intéressés par cette étape-là, qui veulent absolument y assister et venir parce qu'ils ont leur mot à dire, parce qu'ils ont des idées, parce que tout peut être aussi débattu, c'est ça qui est intéressant en musique. Souvent, moi je prends l'exemple, je dis aux gens, si vous prenez vos 10 CD préférés, enfin vos 10 albums préférés, que ce soit des CD ou des vinyles d'ailleurs, si vous les écoutez sur un support, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas un qui sonne comme un autre. Donc, il n'y a pas non plus une norme absolue ou une façon de faire universelle. Oui. Tout ça reste une histoire de goût
Et il y a des disques qui sont un peu plus sourds, des disques qui sont plus brillants. Quand on réécoute d'ailleurs des productions des années 80 ou 90, moi ça m'amuse des fois de voir des choses qui sont un peu outrancières dans la gestion des aigus, le fait qu'il n'y ait pas d'infra, le fait qu'il y ait des fois il y ait beaucoup de reverb. Ce genre de choses, bon là qui sont plus des histoires de production, mais qui se jouent un petit peu aussi au mastering, finalement ça fait aussi partie de la couleur du disque. Et donc moi je trouve intéressant en effet que l'artiste donne son idée et quand même une vision. Après, dans mon rôle, je pense que l'ingénieur de mastering, c'est de l'accompagner, de ne pas faire non plus n'importe quoi, mais d'essayer de l'écouter parce que, au final, c'est aussi son projet, c'est lui qui va aller le défendre sur scène, c'est ce projet-là, c'est ce qui lui appartient, on va dire. Donc, pour moi, c'est pas l'ingénieur de mastering non plus de complètement diriger et fermer. Donc, ça se fait souvent avec du dialogue et de l'échange. Et finalement, pourquoi on a décidé de faire un mastering? Est-ce qu'il y a eu vraiment est-ce que c'est juste une question d'écoute pour que ça soit entre guillemets joli? Ou pourquoi on a décidé finalement dans l'histoire de faire un mastering? Pour la raison du fait que les artistes ou les ingénieurs du son passent souvent beaucoup de temps sur un projet, à l'enregistrer, à le mixer. Et c'est normal qu'avec le temps, il n'y a plus le recul nécessaire. L'intérêt d'aller dans un studio de mastering avec quelqu'un qui a l'habitude de faire ça tous les jours, c'est justement de donner son projet à quelqu'un qui va avoir énormément de recul et qui, en général, un mastering d'un disque, ça se fait sur une journée, qui en une journée va pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais aussi parce que on est dans un environnement qui n'est pas un environnement de studio d'enregistrement ou de mixage, avec une acoustique spécifique, avec différents systèmes d'écoute, avec du matériel aussi qu'on ne trouve pas dans un studio d'enregistrement ou de mixage. Donc tout ça fait que le mastering reste indispensable. Voilà, si on veut laisser ses chances un peu à un disque, si on regarde la plupart des disques de toute façon ont l'ingénieur de mastering qui est différent de l'ingénieur de mixage. Ouais. À part dans des situations où en termes d'économie c'est pas possible, mais quand même la plupart du temps il y a quand même toujours un mastering qui est fait. Donc c'est pour cette raison-là, c'est pour avoir aussi le recul. Il y a des fois où on fait quand même assez peu de choses, parce que la matière est tellement bien préparée, etc. Mais souvent, les ingénieurs du son qui ont l'habitude d'aller au mastering se rendent compte qu'on a des outils, on a une écoute qui permettent d'affiner beaucoup de choses qu'eux ne peuvent pas forcément faire. Et donc, ils s'arrêtent à un certain stade aussi de leur production pour laisser la place au mastering. C'est ça qui est le plus important, c'est ce à quoi moi je veille beaucoup, c'est qu'on ait des matières qui soient masterisables. D'ailleurs, c'est important ce que tu dis. Est-ce qu'avec ton expérience, tu te rends compte, vu que maintenant la musique est accessible, on va dire, plus facilement qu'il y a 20 ans, justement, tu dois avoir des productions, des gens qui travaillent chez eux, qui produisent et qui t'amènent un produit. Est-ce que tu as senti une différence de qualité? Est-ce que maintenant les produits que tu reçois, les projets, sont de meilleure qualité qu'il y a 20 ans, par exemple? Alors moi, j'ai l'impression justement que la qualité des productions monte, que l'attention au son est quand même devenue vraiment primordiale. Ce que je trouve très intéressant avec le développement des nouvelles technologies et le fait qu'elles soient devenues abordables pour la plupart, c'est qu'on peut, avec finalement assez peu de moyens, travailler chez soi. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça m'arrive d'accueillir des projets qui sont faits comme ça avec vraiment des très très peu de moyens et qui sont super intéressants artistiquement. Et il arrive aussi des productions qui sont faites avec beaucoup de temps, beaucoup de moyens dans des gros studios et le résultat qui est reçu ici n'est pas extraordinaire. Donc heureusement quelque part. Oui. Pour moi le plus important ça reste la musique, le talent des artistes, c'est quand même ça la base. Et on l'oublie un peu, c'est ça qui compte. Après les moyens qui vont être utilisés ont une importance certes, mais c'est surtout la façon dont on les met en œuvre. Et ça moi je m'en rends vraiment compte. Il y a moi je travaille avec des studios, des mixeurs qui ont des fois assez peu d'équipement et qui font des choses super, et à l'inverse, il y a des gens qui ont quand même beaucoup de matériel et on n'a pas des résultats fantastiques. Donc voilà, pour moi c'est plus une histoire d'expérience, de connaissance, et le bon côté c'est que avec le développement des nouvelles technologies, elles sont quand même devenues beaucoup plus abordables, et donc tout le monde peut un petit peu s'expérimenter à faire de la prise et du mixage. Tu as senti une évolution au bout de tant d'années sur le mastering, par exemple pour les radios? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des normes qui ont changé? Est-ce que l'écoute a changé? Ce qui a changé, c'est que le fait que les gens écoutent beaucoup avec des playlists, le
concept d'album des fois est un peu oublié. Et ça, moi, j'aimais bien les disques où, voilà, l'exemple de Pink Floyd, où tu pouvais avoir des moments qui étaient extrêmement bas et puis des moments qui montent très fort en intensité. Ça, je trouvais ça chouette d'avoir, voilà, ou même sur les Beatles, le double blanc, c'est un bon exemple aussi, de disques où il y a énormément de richesse, de différence de dynamique, de couleurs. Ce qui me gêne un petit peu, c'est des fois ce côté un petit peu standardisé, où comme on est un peu à la recherche forcément toujours d'avoir un titre, un phare, que ça rentre sur des playlists, il y a cette envie un petit peu de tout normaliser, de tout pousser, de tout écraser. Ouais. Et donc il y a eu, moi je dirais, il y a 5-6 ans, une envie de faire un peu cette loudness war, d'avoir toujours des masters très très forts. Ouais. Bon, moi ça m'arrive d'en faire. Pour certains styles, en métal, en rap, où je pense que voilà, c'est aussi une histoire de culture et c'est la façon de le faire, et moi je le fais, et je trouve ça entre guillemets normal de travailler comme ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, sur les projets pop, world, etc., il y a quand même une envie, tout en ayant des disques qui sont quand même forts mais qui restent dynamiques, de laisser quand même de la marge. Et j'ai l'impression qu'on revient à des choses un peu plus équilibrées. Et la bonne nouvelle, c'est quand même, même si c'est très compliqué parce que chaque plateforme a ses normes, l'histoire de mettre les fichiers entre -13 et -14 sur tout ce qui est plateforme internet, ouais, permet aussi de freiner un petit peu, parce que finalement ceux qui ont travaillé très fort et qui ont beaucoup écrasé vont se retrouver au final avec des fichiers qui vont être plus faibles en niveau que des fichiers où il y a plus d'amplitude. Bah, le MP3 finalement c'est pas... Non. C'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, mais bon, pareil, ça a permis aussi de démocratiser la musique, de pouvoir l'écouter sur des petits baladeurs. Le MP3, moi, je me rends compte que c'est quand même assez peu utilisé. Maintenant, je pense que le cœur du développement, c'est à la fois le développement de tout ce qui est haute résolution. C'est vrai qu'on fait de plus en plus de mastering, bon, qui sont donc en 24 bits, mais des fois à des fréquences assez hautes, qui peuvent être en 88.2 ou en 96. Ça, il y a des plateformes type Qobuz, voilà, qui proposent ça. Il y a des plateformes de streaming aussi qui commencent à arriver sur ça. Je pense qu'il y a un futur qui se prépare quand même sur tout ce qui est haute résolution. Bon, le vinyle qui revient, ça c'est aussi la grosse surprise. Ça a été, mais bon, ça c'est une réalité. Mais je dirais pas moi que la qualité baisse et que le MP3 a tout détruit. Moi je suis un optimiste, j'ai l'impression que ça a ouvert aussi plein de choses et puis ça permet, voilà, à toute une nouvelle génération de faire de la musique et puis de créer tout simplement. Je pense que le son il a déjà changé à l'époque quand on est passé du vinyle. Bon, il y a eu la cassette bien sûr, mais le CD. Le CD quand il est arrivé, ça a été une révolution. Après, est-ce que c'était vraiment positif? Parce que finalement, quand tu écoutes un CD, un même artiste, tu l'écoutes en CD et en vinyle, déjà tu as une qualité de son qui est complètement différente. Qui est différente, mais alors souvent il y a ces débats, bon, souvent des discussions d'ailleurs, des débats un peu d'audiophiles, mais les rapports ils sont souvent faussés parce que le mastering CD n'est pas forcément le même que le vinyle, n'est pas fait au même moment. Des fois le pressage n'est pas forcément le même. Il faut savoir que les usines, par exemple pour les vinyles, des fois c'était des bandes master et c'est différentes bandes master qui sont allées dans différents pays où il va y avoir différents studios de mastering qui vont transférer pour faire le vinyle. Donc bon, bah, tout ça c'est un nombre de paramètres qui est compliqué. Et moi, cette guerre-là, je suis pas dans comment dire, sur des discours un peu extrêmes, à dire oui, le vinyle, c'est fantastique, tout ce qui est digital est nul. Non, moi j'ai beaucoup de plaisir à écouter certains disques en CD. Il y a des projets que j'écoute en digitaux que je trouve hyper chaud, hyper vivant et que je trouve super. Et puis il y a des vinyles que je trouve complètement ratés. Oui. Donc je pense que c'est pareil, c'est des discours, c'est très complexe, on rentre dans des discussions, voilà, qui sont quand même, qui peuvent être aussi très techniques. Pour moi, encore une fois, tout dépend comment c'est fait, et moi j'ai beaucoup de plaisir à écouter certains disques en CD, hein, y a pas de problème. On m'en demande un petit peu, bon ça reste anecdotique, pour moi là on est vraiment sur, autant le vinyle, je comprends le côté son, je comprends, bien évidemment il y a l'objet, il y a tout ce que ça génère aussi comme émotion quand on met un vinyle sur une platine, le bruit, etc. Le fait aussi qu'on, comme c'est des durées en général de 20 minutes par face, qu'on se pose, qu'on l'écoute vraiment, là où avec des playlists, avec les téléphones, on a pris l'habitude de zapper vite. Voilà, et puis on écoute un peu, voilà, comment dire, plein d'artistes différents sans forcément savoir qui fait quoi, puis on n'écoute qu'un titre, on passe à un autre. Il y a plus voilà, cette envie de s'immerger dans un disque, c'est ça que je trouve super moi avec le vinyle, le fait de s'arrêter, de se poser, de rentrer dans le concept d'un album. Mais c'est vrai, bon, la cassette pour moi là on est face à quelque chose de vraiment marketing, et en termes de son je vois pas trop l'intérêt du truc.
Mais bon, ça permet toujours pareil, ça permet à des artistes de créer du buzz, de l'événement. Et puis derrière, il faut voir que quand ils sortent une cassette, ils vont en presser peut-être 100 ou 500. Après, ce qui compte, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière en streaming et en fichiers qui sont accessibles sur Internet. De plus en plus, moi, sur les projets, je le vois surtout avec les projets étrangers que je fais, on me demande de faire du vinyle et uniquement des fichiers digitaux pour les plateformes de streaming. Et voilà, et donc la cassette là-dedans, c'est plus anecdotique pour dire on sort une cassette, mais bon, je pense pas que la cassette va pouvoir faire le renouvellement qu'il y a eu dans la musique grâce au vinyle, qui est complètement revenu et qui progresse très fortement, c'est vrai. Je pense pas qu'on aura la même chose avec la cassette. Parce que en termes de qualité d'écoute et puis de support, c'est que il va falloir s'équiper. Il faut s'équiper. Et justement, ma dernière question, c'est y a-t-il une école de mastering où finalement on apprend avec le temps? Explique-moi un petit peu. Alors il n'y a pas d'école de mastering en France. Après il y a différentes formations qui sont faites, qui durent sur 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai que c'est un métier où en général on ne se lance pas comme ça à 20 ans directement dans le mastering. On passe par des étapes de prise de son, de mixage, pour bien connaître, puisque le mastering est donc la dernière étape du processus, il faut bien connaître l'étape de départ et pour aller jusqu'au bout. Donc pour donner des conseils, par exemple moi quand je reçois des fichiers et que je fais des retours à des mixeurs, par exemple sur une prise batterie, c'est quand même mieux que tu en aies fait quelques-unes, que tu connaisses les micros, comment ça se fait, pour pouvoir aiguiller, analyser aussi les soucis. Donc en général, le parcours classique, donc il n'y a pas vraiment de formation, mais c'est plus qu'on commence par faire de la prise, du mixage, et puis au bout d'un moment, quand on a fait un certain nombre de mixages, c'est l'envie d'aller vers cette dernière étape qui est particulière, que certaines personnes trouvent fascinante, mais que certaines personnes trouvent très ennuyeuse. Moi, souvent les artistes me disent ici, faire des disques tous les jours quand même au même endroit, ça doit être un peu fatigant. C'est vrai qu'il faut aimer ça. Moi, j'adore ça, je trouve ça hyper excitant, et au niveau de mon caractère, ça me correspond bien, parce que j'adore finaliser un truc, prendre des décisions et aboutir quelque chose. Je trouve ça génial de figer quelque chose dans le marbre. Mais voilà, c'est aussi une histoire de personnalité, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de choses plus dynamiques, ou ici par exemple, des fois quand on tourne sur un single, des fois pendant 2-3 heures, on va travailler par exemple sur un son d'EQ. Ça peut être long, c'est pas aussi créatif que quand tu es en studio, que tu vas déplacer un micro pour faire une prise de guitare ou caler les micros d'une batterie ou d'un piano, où il y a quand même un côté beaucoup plus créatif et où surtout les différences sont beaucoup plus importantes. Ici en mastering, on est quand même souvent sur des petites choses, on gère quand même beaucoup des petits détails. Donc il faut avoir ce sens du détail et il faut aimer ça. Mais donc pour moi la bonne école c'est l'école de l'expérience, c'est-à-dire faire le parcours en faisant de la prise, du mix, base, et puis après on se tourne vers le mastering. Alexis, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi, dans ton studio. Merci Stéphane. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu, ton plus beau commentaire, et surtout n'oublie pas de t'abonner, partage à fond. Et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode.